Bienvenue et heureux de vous retrouver. Donc notre leçon d'aujourd'hui concerne les fichiers. En fait, nous avons parlé de l'organisation des données en termes de champs, d'enregistrement et puis de fichiers. Aujourd'hui, on va regarder un peu comment est-ce qu'on peut organiser ces données sous forme de fichiers. Donc nous allons parler d'une structure de données en fin de compte qui est très importante en algorithmique et structure de programmation. Alors, nous allons parler du stockage des données, donc la notion de fichier. Nous allons parler de l'organisation des fichiers. Et puis, nous parlerons ensuite des entrées-sorties formatées. Alors, tout d'abord, le stockage des données. Les données, généralement, ils sont regroupés en enregistrements. Alors, ces enregistrements, les enregistrements, on sait, c'est ce qu'on appelle les structures, on peut les manipuler en mémoire interne. Si on a à sauvegarder les informations, on les sauvegardera dans les fichiers. Alors, comment est-ce qu'on conçoit un fichier? Un fichier, c'est tout simplement, on sait, c'est un entrepôt d'octets, si vous voulez. Donc c'est un coin où on va mettre un certain nombre d'octets. Alors on peut le voir, disons brutalement comme ceci, mais le langage C ne considère pas un fichier comme quelque chose de structuré, mais c'est quelque chose qui est composé d'un certain nombre d'octets qui sont entreposés sur le disque. Alors, quand on parle de fichier, en fait, il y a deux noms qui sont toujours associés à un fichier. Alors, c'est ce qu'on appelle les noms internes et le nom externe. Alors, le nom externe, c'est le nom qui est donné au fichier sur le disque. Généralement, quand vous créez un fichier, vous lui donnez, quand vous créez un nouveau fichier, vous lui donnez un nom. Alors, vous pouvez le créer par programme et lui donner le nom. C'est ce qu'on appelle le nom externe. Alors, par exemple, là, vous avez sur le disque, sur ces deux points, si je prends donc l'environnement MS-DOS, sur ces deux points, on a un fichier qui s'appelle stock.dta, DTA pour indiquer que c'est un fichier de données. Alors, c'est quoi? C'est une chaîne de caractères littérale, tout simplement. C'est une chaîne de caractères qui référence le fichier, et c'est une référence qui va rester sur le disque, donc de façon permanente. Alors, on parle aussi du nom interne. En fait, c'est le nom qui est donné à la variable qui va faire un petit peu le lien entre notre programme qui va manipuler le fichier et le fichier physique qui est référencé par le nom externe. Alors, le nom interne, généralement, c'est une variable, c'est un pointeur sur une structure définie, une structure bien définie, qui est la structure ici, file. Que vous pouvez voir ici en majuscule, c'est la structure qui définit un petit peu les informations concernant le fichier. Et le pointeur qui est là, c'est le nom interne du fichier qui pointe sur cette structure et qui indique les informations concernant le fichier en question. Alors généralement, ça peut se schématiser sous cette forme-là. Donc vous avez d'une part le fichier physique qui se trouve sur le disque avec un nom externe, avec des informations qu'on peut enregistrer sur ce fichier-là. Puis de l'autre côté, vous avez votre programme qui va soutirer, qui va lire des informations à partir du fichier pour les traiter, ou bien qui va écrire à partir des informations qui sont en mémoire, qui va les écrire sur le fichier, et ce fichier traité au niveau de la mémoire, il a un nom. Donc vous avez deux noms, FPTR, et le nom externe qui est là. Alors, évidemment, quand on parle de fichiers, l'accès au disque direct n'est pas du ressort du programme. En fait, il y a une sorte de passerelle entre le programme qui se trouve là et le fichier physique qui se trouve là. La passerelle est représentée ici par le système d'exploitation. C'est le système d'exploitation qui fait le travail d'écrire dans le fichier ou de lire dans le fichier. Alors, dans le programme, on lui demande de faire, et c'est à lui de faire la chose. Évidemment, nous, on ne s'intéressera pas au système d'exploitation, mais lorsqu'on va écrire dans un fichier, lorsqu'on va lire à partir du fichier, on le dira par instruction interposée, et c'est au système d'exploitation, comme je l'avais dit, de le faire. Alors, on sait, il n'y a pas de fonction, disons, dédiée pour la gestion des fichiers.
Par contre, il y a un certain nombre de bibliothèques qui permettent de donner un certain nombre de fonctions pour cela. Alors, les principales fonctions de traitement des fichiers qui s'appliquent aux fichiers, ben, on peut les diviser en trois parties. Vous avez l'ouverture et la fermeture, on va dire un mot là-dessus, le positionnement et puis la lecture-écriture. Alors, l'ouverture et la fermeture, c'est-à-dire quand on a besoin de travailler sur un fichier, on l'ouvre. Quand on n'en a plus besoin, on le ferme. Pourquoi? Ça, on le verra tout à l'heure. Après, on peut se positionner à un endroit bien précis pour faire un traitement. Et le traitement qu'on peut faire, eh bien, c'est soit enregistrer des informations, hein, c'est l'écriture, soit prendre des informations pour la mémoire pour pouvoir la traiter. C'est ce qu'on appelle la lecture à partir du fichier. Alors, les opérations sur les fichiers peuvent être généralement schématisées sous cette forme-là. Alors, dans la plupart des cas, eh bien, on traversera un petit peu cet organigramme qui est présenté ici. Toujours, dans la plupart des cas, et même toujours, on demande l'ouverture du fichier. Alors, cette ouverture peut nous être refusée, évidemment, ou bien on passe à l'étape suivante qui est l'ouverture effective du fichier. Alors, l'ouverture en quel mode? Ça peut être en mode lecture-écriture, en mode écriture. Alors, on va demander l'ouverture du fichier, puis on va faire le traitement. Éventuellement, on se positionne sur la place dans le fichier où on va travailler et on fait le traitement. Et puis, quand on aura terminé, on fait la fermeture du fichier, on ferme le fichier. Alors, cela se traduit. Cela se traduit, on sait, par des fonctions, hein, donc des fonctions dans la bibliothèque standard. Vous avez l'ouverture du fichier. Alors, avant de travailler sur un fichier, il faut d'abord demander son ouverture. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de programmes qui peuvent utiliser le même fichier. Donc, on ne peut pas avoir, par exemple, un programme qui lit dans un fichier, un autre qui est en train d'écrire. Il y aurait une incompatibilité. Donc, on va demander l'autorisation d'écrire, et puis les autres programmes peuvent ne pas écrire en même temps ou bien ne pas lire en même temps. Donc c'est un problème de sécurité, si vous voulez. Et donc, on demande l'ouverture. Alors, sachez qu'on peut ouvrir généralement jusqu'à 20 fichiers en même temps. Donc c'est très important de commencer par l'ouverture et puis de terminer par la fermeture pour pouvoir donner l'occasion à d'autres programmes d'utiliser le fichier. Un système est capable de travailler sur plusieurs fichiers simultanément et ce qui est demandé, eh ben, c'est d'ouvrir le fichier à chaque fois qu'on veut l'utiliser. C'est la primitive fopen. On parlera donc de primitive, on peut parler de fonction. Alors, fopen va ouvrir le fichier. Alors, fopen, quand on demande d'ouvrir le fichier, en fait, on récupère un pointeur sur le fichier en question, sur la structure file qui a été expliqué tout à l'heure. Le système, il gère un buffer pour ce fichier. Alors, quand j'ouvre le fichier, en fait, la communication qui se fera entre la mémoire et le disque se fera généralement à travers un buffer, donc pas directement. C'est pour un problème d'optimisation de transfert des données. À chaque fichier, on associera un buffer. C'est le système d'exploitation qui associera ce buffer de fichiers. Alors, l'ouverture, réellement, elle se fait en utilisant la syntaxe suivante. Vous voyez ici, fopen, j'ouvre le fichier, et elle me renvoie un pointeur sur le fichier, sur la structure file. À l'intérieur, comme argument de cette fonction, vous avez deux constantes. La première, c'est le nom du fichier. Ça, c'est le nom externe, c'est le nom permanent, et le mode d'accès en lecture, en écriture, etc. Alors, remarquez que c'est des chaînes de caractères qui sont généralement constantes. C'est ce qui est normal. Quand on ouvre un fichier, on n'a pas besoin de changer son nom, on n'a pas besoin de changer. Je veux dire, quand on appelle la fonction, on n'a pas besoin de changer son nom ni de changer son mode. En fait, c'est pour l'écriture de la fonction fopen elle-même que ces paramètres ont été comme étant des constantes, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être changés. Pour nous, l'appel se fera avec deux paramètres. Une pour indiquer donc le nom externe et une chaîne pour indiquer le mode d'accès.
pour l'ouverture, généralement, tout se passe bien, à moins qu'il y ait un problème au niveau du disque, parce qu'on est en train de travailler sur le disque. Et généralement, quand on utilise la fonction fopen, généralement, il faut tester est-ce que ça a marché l'ouverture ou pas. Alors, généralement, on a un test de ce style-là juste après l'ouverture, parce que si l'ouverture ne s'est pas bien passée, eh bien, le pointeur ne pointe pas sur une structure, mais il pointe sur quelque chose de nul, hein, sur une adresse qui est nulle. Donc, c'est pour cela qu'il faut tester est-ce qu'on a une erreur d'ouverture ou pas. On a parlé donc des deux paramètres qui sont le nom du fichier et les droits. Alors les droits, on peut les récapituler, on peut donner une idée là-dessus. Alors évidemment, il ne s'agit pas de donner la syntaxe complète des fonctions, c'est le principe, mais on va passer relativement, j'allais dire rapidement, sur les modes d'accès. On va les comprendre, il y a 3 modes d'accès, on peut les comprendre relativement facilement. Alors les modes, vous avez un mode d'ouverture. Donc, quand vous voulez ouvrir un fichier pour lire des informations, hein, vous l'ouvrez en mode lecture. Et le mode lecture, c'est R comme read. Eh bien, en lecture seule, et cela veut dire quand je veux avoir des informations dans le fichier, je dois avoir le fichier existant. Donc, le fichier doit exister avant de demander l'ouverture en mode lecture. Alors, le mode écriture W, alors, ces constantes-là sont relatives aux paramètres mode. Donc en écriture seule, eh bien, cela veut dire, quand vous faites W, cela veut dire que vous voulez écrire dans un fichier, mais attention, attention, le fichier qui existe, il est détruit. Autrement dit, vous voulez créer, c'est en mode création. Donc quand vous mettez W à la place de mode, ça veut dire que vous voulez créer un nouveau fichier. Alors le troisième mode, c'est le mode donc création. Création ou bien écriture, mais l'écriture se fera automatiquement en fin de fichier. Donc le mode append ou le mode A, c'est un troisième mode d'ouverture. Chaque fois que vous ouvrez un fichier, il faut préciser un de ces modes-là. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que le mode création, avec W, il faut le manipuler avec beaucoup de précautions parce qu'on peut complètement détruire les données qu'on avait déjà dans un fichier qui existe parce qu'on détruit le fichier avec ce mode-là. Alors, vous avez d'autres modes d'accès. Vous avez le mode R+. Alors, ça, c'est en lecture, mais aussi en écriture. D'accord? En lecture et en écriture, mais le fichier, évidemment, il doit exister. Alors généralement, c'est un mode qui est très utilisé. Lorsque le fichier existe et on veut lire et écrire en même temps, on peut l'ouvrir en lecture et en écriture, mais le fichier il est détruit. C'est-à-dire, on peut ajouter la lecture avec W+, on peut ajouter aussi la lecture et le fichier il est quand même détruit. Et puis on a toujours A+, en écriture toujours en fin de fichier, ou en lecture partout, d'accord. Bon, si le fichier n'existe pas, il est évidemment créé. Voilà quelques modes d'accès. Alors, d'un autre côté, vous avez deux façons de créer un fichier, d'ouvrir un fichier, parce qu'à l'ouverture, en fait, on peut créer un fichier. Deux façons, soit l'ouvrir en mode texte, soit l'ouvrir en mode binaire. Alors, le mode texte et le mode binaire, en fait, ça diffère tout simplement par le fait du traitement du caractère de fin de ligne. Alors, quand on veut, par exemple, ouvrir un fichier en mode binaire, on ajoute un petit b ici, A plus B, A plus B, donc le mode d'accès, le mode d'ouverture tout à l'heure, plus, et puis le B. A plus, c'était le mode de tout à l'heure, et B pour indiquer que c'est binaire. Alors la différence, c'est que tout simplement les caractères de fin de ligne, le carriage return et le line feed, ne sont pas traités, ne subissent pas de traitement lorsque j'ouvre en mode binaire.
je parlais tout à l'heure de l'ouverture de fichier, en fait, pour dire, ça c'est la première étape. Une fois qu'on a ouvert le fichier, on peut rentrer pour travailler, disons, d'une façon sereine. Il n'y a aucun problème, on ne risque pas d'avoir un autre programme qui est en train d'écrire en même temps que nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur un fichier? On peut soit lire, soit écrire, hein, grosso modo. Alors, pour écrire dans un fichier, ça veut dire qu'il faut mettre à jour le fichier. Hein, pour transformer le fichier, eh bien, on utilise une fonction de base. Hein, disons, c'est la fonction directement en binaire, donc on n'a pas des choses qui sont formatées. On utilise la structure d'entrepôt-d'octet dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est la fonction FOWrite. Alors, FOWrite, sa structure, donc il n'y a pas de format de conversion. Hein, sa structure, elle est la suivante. FOWrite, eh bien, elle utilise le fichier en question. On veut écrire des choses, hein, on veut écrire des choses dans le fichier. Alors, à l'ouverture du fichier, pour écrire, il y a le fichier qui est ouvert, et le pointeur de fichier, il pointe sur le début. Maintenant, si on veut écrire un enregistrement, 2 enregistrements, 3 enregistrements, un caractère, peu importe, eh bien, on peut le préciser à ce niveau-là. Là, ça veut dire quoi? Ça, le premier paramètre veut dire tout simplement que l'écriture se fera à partir de cette place-là. Quelque part au niveau de la mémoire, vous avez un buffer. C'est de ce buffer-là que vous allez écrire dans le fichier. Alors notez que l'écriture dans un fichier, ça se passe de la mémoire vers le disque. Donc il y a quelque chose qui est au niveau de la mémoire qu'on veut transférer sur le disque. Cette chose, eh bien, elle est indiquée par un début qui est buffer ici. Par un pointeur sur le début. On commence là, et on va copier quoi? On va copier un certain nombre d'octets et le nombre de fois qu'on veut. Et le deuxième paramètre taille, ça indique tout simplement la taille en octets d'un élément à écrire. Bon, si on a à écrire 2 octets, on mettra 2. Mais si on a à écrire, par exemple, une structure dont on ne connaît pas la taille, eh bien, il y a des fonctions qui permettent de déterminer la taille, sizeOf par exemple. Si on veut non pas un élément, mais plusieurs éléments, eh bien là, le paramètre nombre nbart nous donne le nombre d'articles, le nombre d'enregistrements que nous allons copier. Évidemment, le pointeur qui reste, c'est le pointeur de fichier. Là, on va écrire. Alors, on peut écrire dans un fichier, donc disque, mémoire vers le disque, mais on peut aussi lire à partir du fichier en prenant des informations à partir du disque vers la mémoire pour pouvoir les traiter. C'est de cette façon qu'on peut travailler sur des fichiers. Alors la lecture à partir du fichier se fera de la même façon, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire que on va... Donc tout ce que j'ai dit tout à l'heure reste vrai, directement en binaire, sans format de conversion. Vous avez FOWrite qui a été remplacé ici par FOREAD, et vous retrouvez un petit peu les mêmes paramètres, sauf l'idée, il a changé. Par exemple là, buffer, ce n'est plus la place d'où on va, de la mémoire, on va écrire, mais c'est la place où on va. Donc on va prendre des informations du fichier où on va écrire au niveau de la mémoire. Donc ce qui est lu viendra dans cette adresse-là. La taille, c'est la même chose, c'est la taille d'un élément qu'on va lire, et puis le nombre d'éléments spécifiques. Voilà, donc on a parlé d'ouverture pour travailler. On a commencé à travailler, donc on a lu des informations qu'on a mis au niveau de la mémoire, ou bien on a pris des informations de la mémoire qu'on a mis dans le fichier. Maintenant, il nous reste, quand on aura terminé, de fermer le fichier. Après utilisation, eh bien, on utilise la fonction fclose. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires à dire là-dessus, mais c'est très important de fermer les fichiers. Si vous ne le faites pas, à la fin du processus, tous les fichiers ouverts sont fermés. Mais auparavant, si le processus dure, eh bien, vous avez des fichiers peut-être non utilisables qui vont être quand même ouverts. Alors, à la fermeture du fichier, évidemment, il y a le pointeur de fichier, mais il y a aussi le buffer qui a été alloué, donc les deux choses vont être, disons, libérées. Il y a le pointeur de fichier, et puis il y a le buffer qui va être vidé. Alors parfois on a, donc le buffer correspondant au fichier va être vidé. Parfois,
On aimerait vider nous-mêmes le buffer. Il y a une fonction pour cela, donc qui permet on n'a pas fermé le fichier, mais on a un certain nombre d'informations qu'on ne veut plus qu'elles restent dans le buffer, parce que à chaque fois qu'on va faire un transfert mémoire disque ou disque mémoire, eh bien, ce qu'il y a dans le buffer va être repris. Alors, on a parfois envie de vider le buffer pour faire autre chose, hein, pour mettre autre chose dans le buffer. Ça, on peut le faire automatiquement. Hein. Donc, pour forcer l'écriture du buffer associé au fichier, l'écriture autrement dit le vidage, eh bien, on peut utiliser flash en utilisant un flow, donc un pointeur de fichier, pour vider le buffer correspondant. Généralement, quand on travaille sur un fichier, évidemment, on écrit dans un fichier, on écrit octet par octet, généralement enregistrement par enregistrement. Hein, et puis, quand on lit à partir du fichier, c'est la même chose, enregistrement par enregistrement, octet par octet, et à un moment donné, il faut tester est-ce qu'on est arrivé à la fin du fichier. Pour tester si on est arrivé à la fin du fichier, il y a deux possibilités. Soit avoir quelque part un compteur au cours de la création, où on va compter le nombre d'octets, où on va compter le nombre d'enregistrements. Et cette information, il faut la sauvegarder dans le fichier. Bon. On a une autre solution, c'est que le système nous permet d'avoir, à l'aide d'une fonction, cette fonction c'est fEnd of file, F-E-O-F, qui nous permet de dire est-ce que la fin du fichier a été atteinte ou elle n'a pas été atteinte. Alors, comme toute autre fonction, il y a un certain nombre il y a une valeur de retour, mais il faut tester cette valeur de retour. Alors pour la fonction de test de fin de fichier, ça nous donne un nombre qui est en fait un booléen qui est soit vrai, soit faux, donc différent de 0 lorsque c'est vrai, égal à 0 lorsque c'est faux. Donc quand je dis que c'est égal à true, ça veut dire que c'est une valeur qui est différente de 0, à la fin. Se pose quand même un petit problème, c'est que ça retourne false lorsque on a atteint la fin du fichier ou bien lorsque on a un problème réel au niveau de la lecture. Donc quand vous faites un appel à fEnd-of-file, en fait il y a deux cas qui peuvent se présenter. Alors regardez cet exemple-là. Hein. Ce que je fais ici, c'est une boucle. Je ne spécifie pas exactement ce que je fais à l'intérieur de la lecture, f-read. Donc, je lis un certain nombre d'informations, je lis, et puis à un moment donné, quand je n'ai plus rien à lire, eh bien la boucle s'arrête. À l'intérieur de la boucle, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais une lecture, je fais le traitement des données correspondantes, une autre lecture, traitement, une autre lecture, traitement, et à la fin, hop, j'arrête. Alors, ici, à la fin de la boucle, je fais un test fEnd-of-file. Alors, fEnd-of-file veut dire vraiment, donc si elle me donne la valeur true, c'est-à-dire différente de 0, ça veut dire que j'ai atteint la fin du fichier. Mais il se peut que je sorte de ma boucle en n'ayant pas atteint la fin du fichier, mais en fait, on a eu un problème au niveau de la lecture, pour une raison ou pour une autre. Alors, on peut le tester lorsque la fonction me donne quelque chose qui est égal à 0. Et dans ce cas, c'est une erreur de lecture qui est arrivée, et non pas une fin de fichier. Alors, pour résumer tout ceci, on va prendre un exemple, hein, on va le suivre depuis le début jusqu'à la fin. Je pense que c'est une meilleure façon d'expliquer la chose. On va prendre un exemple de fichier d'article, parce que bon, on a dans d'autres leçons, on a spécifié un article, on a présenté des structures d'articles. Alors, je veux un fichier d'article, donc, hein, je veux stocker, je veux donc dans une entreprise, on veut maintenir un fichier qui permet de stocker un certain nombre d'articles électroménagers ou autres. Alors tout d'abord, on ouvre le fichier en mode création, je n'ai pas encore de fichier. Hein. Donc la première des choses, ouvrir le fichier en mode création, ça se fera sous cette forme-là. Donc je déclare une variable f, hein, c'est le nom interne, et puis je fais le lien entre le nom, externe stock.data et f. Hein, le lien, c'est fopen qui ouvre le fichier en même temps. En quel mode? Ici, en mode création W.
Ici, c'est juste un message pour voir ce qu'on est en train de faire. Voilà, j'ai créé mon fichier. Je n'ai rien mis à l'intérieur du fichier, je l'ai juste ouvert, je l'ai juste ouvert et ouvert au mode création. Alors maintenant, je crée une fiche pour pouvoir, toujours en mémoire, pour pouvoir la transférer sur le fichier. Alors la création de la fiche, donc un article se présentera, ou une carte, une carte se présentera sous cette forme-là, donc le code, la désignation et le prix unitaire par exemple. Voilà. Une fois qu'on a créé la carte, ici la carte, il faut bien faire attention, c'est bien un type. Avec typedef, on a défini un nouveau type, la variable correspondant, on la déclarera après. Maintenant, comment est-ce qu'on va créer le fichier, ajouter une autre carte ou un autre article? Eh bien, on va tout simplement effectuer une écriture, après avoir fait ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire créer une fiche, ouvrir le fichier en mode création, eh bien, je vais demander à l'utilisateur de saisir un certain nombre d'informations qui sont le code, la désignation, le prix unitaire que je vais mettre dans la fiche en question. Donc ces étapes-là sont relativement comprises maintenant. Ce qui me reste, c'est tout simplement de transférer ce qui est au niveau de la mémoire, c'est-à-dire la fiche, de la transférer vers où? De la transférer vers le fichier, qui est ici le fichier F, qui se trouve sur le disque. Et ce transfert se fait à l'aide de FOWrite, tout simplement. Alors, à partir d'où? À partir de la mémoire, à l'adresse de fiche. Je transfère combien? La taille de l'élément que je transfère, je ne connais pas en fait. Et heureusement, il y a donc sizeOf, c'est une fonction qui permet de calculer automatiquement le nombre d'octets de la carte. Je transfère un seul élément. Bon, si c'est plusieurs, je ferai une boucle. Et dans le fichier F en question. Alors maintenant, le fichier existe. On peut penser à ajouter d'autres articles au fichier. Alors, ajouter un nouvel article au fichier qui existe, cela va se faire d'une façon, j'allais dire, simple. Tout ce qu'on a à faire ici, c'est d'ouvrir le fichier en mode ajout. Puis on demande les informations concernant le fichier, l'article à ajouter, et puis une fois qu'on a l'article au niveau de la mémoire, on le transfère vers le disque, et c'est le rôle de la fonction FWrite ici. Alors, si on veut maintenant, on a un fichier qui a été créé, on a ajouté un certain nombre d'articles, si on veut maintenant lister toutes les informations qui sont dans le fichier, c'est-à-dire tous les articles, eh bien, on va reprendre un petit peu ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire tout le cycle, c'est-à-dire ouvrir le fichier. Le fichier existe, on veut lire dans le fichier, et puis on va regarder la taille d'une carte, c'est juste pour la lecture à partir du fichier. Alors là, c'est le sens inverse, c'est-à-dire tout à l'heure, on écrivait à partir de la mémoire dans le disque. Maintenant, on a le disque qui contient un certain nombre d'informations qu'il faut prendre pour pouvoir visualiser, peut-être, c'est ce qu'on fait ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une ouverture en mode lecture, et puis une lecture réelle avec FORead. Alors, c'est ce que vous pouvez voir ici. Donc, FORead, il lit à partir du fichier. Qu'est-ce qu'il lit? Eh bien, il lit un article qui a une certaine taille. Combien d'articles? Eh bien, un seul article. Et sa taille, je l'ai calculée automatiquement ici pour ne pas la refaire au niveau de la boucle. Et elle est, donc l'information prise à partir du disque, elle est mise dans la fiche, en mémoire. Une fois que j'ai cette fiche-là, je peux l'afficher. Je peux afficher par exemple son code, fiche.code, fiche.désignation, fiche.prix. Donc je peux faire un printf. Vous remarquez ici les différents formats correspondant aux différents champs que j'affiche. Alors, voilà, donc on a fait un petit tour depuis l'ouverture jusqu'au traitement de fichiers. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'intérieur du fichier, les choses se passent
généralement du début jusqu'à la fin, mais on peut organiser, disons, notre travail à l'intérieur du fichier d'une autre manière. Autrement dit, il m'est possible, hein, en tant que programmeur, de me positionner à n'importe quelle position dans le fichier si je le veux. Alors à l'ouverture, tout le temps, quand vous ouvrez le fichier en lecture ou en écriture, eh bien, le pointeur de fichier, il pointe sur le début, sur le premier enregistrement, sur le premier octet de votre fichier. Si vous avez à faire un traitement à la fin, au début, à la fin ou au milieu, par exemple, eh bien, vous devez vous positionner. Vous avez une fonction pour cela, c'est la fonction, on va voir tout à l'heure, la fonction juste ici, on peut schématiser la chose ici. Vous avez un pointeur de fichier, puis là où j'ai représenté le fichier comme étant une sorte de table, hein, avec des enregistrements 0, 1, 2, ou bien des octets, hein, 1, 2, 3, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça commence à partir de 0. Eh bien, il est possible, comme je disais, de me positionner à n'importe quelle place au niveau du fichier pour soit lire, soit écrire dans mon fichier. Alors, le positionnement, en fait, elle est faite à partir d'une position. Hein. Donc, je me positionne à partir du début, à partir de la fin, ou à partir de la position là où je suis maintenant. Je me positionne à partir de, vers, hein, 3 octets plus loin, 5 octets plus loin, etc. Alors, ça se traduit comme ceci. Donc, fseek, la fonction qui permet de me placer, hein, la plupart des langages utilisent fseek, seek, hein, donc pour se positionner. Dans le fichier en question, je me positionne à partir de, c'est l'origine, et le déplacement, c'est le nombre d'octets, hein, à partir de l'origine que j'ai définie. Alors, l'origine, on peut spécifier l'origine directement, hein, on peut donner l'origine en utilisant des macros, hein, donc des macros prédéfinis dans un fichier uni.std.h. Alors ces macros, on peut dire tout simplement que c'est 0, 1 ou 2 pour indiquer le début, la position où je suis, courante, et la fin du fichier. On peut les représenter d'une façon beaucoup plus symbolique, seek set, seek current, seek end. Donc l'origine, c'est à partir de là ou de là. Le déplacement, ça dépend du programmeur où il veut se déplacer. Évidemment, le déplacement au début, c'est tout simplement 0. Si je veux me placer au début, c'est à partir du début du fichier. Et le nombre à partir de, et le nombre de cases dont je veux me déplacer, c'est 0, donc ça serait 0, 0. Alors, il y a une fonction qui permet de ne pas utiliser fseek, mais automatiquement de dire je veux me placer au début. On est n'importe où dans le fichier, je veux revenir au début. C'est la fonction rewind. Hein. Évidemment, il a un seul paramètre. Elle place le pointeur de fichier au début. Alors, je peux me dire à un moment donné, je me suis déplacé, puis redéplacé, puis me positionner, repositionner à un autre coin. Je peux me dire, mais où suis-je? Oui, où suis-je dans le fichier? Eh bien, ça, c'est la fonction qui permet, donc la lecture du pointeur de fichier, ftel, qui permet de dire, je suis là, et je veux me déplacer après, hein, en utilisant fseek, je veux me déplacer d'un certain nombre d'octets. Donc, ça nous donne la position courante donc, du pointeur de fichier. On va prendre un autre exemple, hein, pour voir, donc, pour schématiser. Bon, c'est un exemple qui est assez représentatif pour voir, disons, l'ensemble des programmes qui sont réalisés qui sont faits pour réaliser des jeux peuvent se ressembler. Il y a une idée, il y a toujours cette idée-là, quand on traite des fichiers dans un jeu, eh bien on sauvegarde des informations concernant le joueur dans un fichier, puis on les récupère après, etc. Alors, la sauvegarde d'un jeu peut être effectuée de cette façon.
Alors d'abord, quel jeu? Ben, on va prendre un jeu relativement simple. On va supposer que un joueur, ben, il a une liste d'objets. Bon, on va supposer donc que vous avez un joueur. Vous allez supposer que vous avez un joueur qui a une liste d'objets. Hein, et le joueur, eh bien, il va manipuler ces objets. Hein, et il va se positionner quelque part dans le jeu, dans des positions, eh bien, à un moment donné, ben, il faut sauvegarder les informations concernant le joueur, c'est-à-dire les objets qu'il a, et puis le lieu où il est, pour pouvoir les récupérer, pour pouvoir les charger à un autre moment. Alors, ici, j'ai un tableau qui indique que... on reviendra sur les tableaux, donc vous avez plusieurs variables ici dans objet. Objet, c'est un tableau qui est composé d'un certain nombre de cases, et la case correspondant au numéro qui est là veut dire que l'objet, par exemple là l'objet 3, l'objet 7, l'objet 9, l'objet 13 et 17, font partie du paquet d'objets du joueur. Le joueur, il a l'objet 3, l'objet 7, l'objet 9. Il n'a pas l'objet numéro 2, par exemple. Cela veut dire que, bon, à un moment donné, le joueur, il a un certain nombre d'objets. Le tableau objet, il est représenté sous cette forme-là, donc partout des zéros. Il y a un là où le joueur. Alors, remarquez que ça, c'est un tableau au niveau de la mémoire, et ça commence à partir de l'indice 0. L'indice 1 ici, l'indice 2 et l'indice 3 correspondant à l'objet 3. On suppose que, bon là c'est un certain nombre de définitions, donc j'ai un tableau d'objets, je suppose qu'il y a 30 objets au maximum, et on suppose que le joueur se trouve dans un lieu particulier, c'est une information propre au joueur qui va être sauvegardée dans le fichier. Hein. Par exemple, le joueur qui se trouve dans le lieu numéro 39, quelque part dans un labyrinthe, eh bien, il a les 3, 17, 7, 13 et 9, il se trouve à l'endroit 39. Alors, on initialise le jeu tout simplement en chargeant ce tableau, en effectuant donc une fonction, en écrivant une fonction d'initialisation du jeu. Alors, à partir, donc au départ, eh bien, le joueur, là vous avez une boucle, qui veut dire que le joueur n'a aucun objet au départ. Puis après, on peut initialiser les objets, donc en disant que l'objet 3, l'objet 9, 17, 7 et 13, comme je l'ai dit, font partie de l'ensemble des objets du joueur. Ça, c'est l'initialisation, avant de commencer le jeu. Maintenant, le joueur, il joue, ben, il perd des objets, il gagne d'autres objets, etc. Maintenant, comment est-ce que je peux sauvegarder une partie? Ben, s'il décide de partir et de sauvegarder, comment est-ce que je peux faire? Ben, tout simplement, on va créer un fichier et on va charger les informations correspondant à ce fichier. Alors, sauvegarder le jeu, cela veut dire créer un fichier binaire en mode création. Alors ça, on l'a vu. Alors, juste avant, sauver le jeu, c'est une fonction qui a un paramètre, c'est une chaîne de caractères. On va demander auparavant au joueur, vous voulez sauvegarder sous quel nom? Et puis, partie, ça serait le nom le nom externe qui serait associé au nom interne ici, qui est F. Et on commence l'écriture des informations. On va commencer l'écriture du numéro, qui est en fait du numéro de lieu, qui est un entier. Alors, à partir de la mémoire, lieu, eh bien, on va écrire dans le fichier F. F-write, à partir de l'adresse de lieu, on va écrire dans F. On va écrire quoi? On va écrire un article, un enregistrement, ici c'est un entier, size of de lieu, combien? 1, et on va l'écrire. Puis la liste des objets, on peut écrire tout le tableau, F-write, dans F. En fait, le nom du tableau lui-même, c'est un pointeur sur le début, d'accord? Et la taille du tableau, elle est spécifiée par size of de objet. Donc je peux écrire la liste de tous les objets. Une fois que j'ai terminé, F-close. Et vous voyez que sauver un jeu, c'est, j'allais dire, un jeu d'enfant, c'est-à-dire l'ouverture, et puis j'ai écrit les informations une à une, et une fois que j'ai terminé, eh bien, je ferme mon fichier. Maintenant, si on veut charger, donc le joueur arrive, il veut charger une partie qu'il a déjà jouée. Eh bien, c'est l'inverse, on va prendre des choses du disque vers la mémoire pour pouvoir travailler là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a changé ici? C'est le même principe, un paramètre, le nom de la partie, et puis après, on va ouvrir la partie, donc le fichier
en question et on charge les informations. On charge d'abord le numéro du disque, hein, on le met où? On le met dans la variable lieu, hein, donc à l'adresse de lieu. Puis après, c'est le même principe, on va changer FOWrite par FORead. Et après, on va charger le tableau en entier. C'est le même principe. Vous voyez bien qu'on a changé FOWrite par FORead, ce qui va charger tout le tableau des objets qu'il a, hein, en ce moment-là. Et puis, on ferme le fichier qu'on a ouvert là pour le traitement. Les fichiers qu'on a présentés ici sont des fichiers qui sont manipulés de façon binaire. Évidemment, on peut manipuler les fichiers en utilisant des entrées-sorties formatées. Donc il y a un certain nombre de primitives qui permettent de manipuler les fichiers d'une façon un peu plus disons, pas terre à terre. C'est ce qu'on appelle donc les entrées-sorties formatées. Alors, je ne vais pas présenter donc au cours de cette leçon les entrées-sorties. Par contre, je vais en parler en utilisant un exemple. Alors on va voir un fichier de notes, par exemple. Un fichier de notes, c'est le même principe, c'est-à-dire quand je veux ouvrir un fichier pour le créer, pour lire, etc. Donc supposons que j'ai déjà un fichier qui existe, qui est dans note.dta. Je l'ouvre normalement, fopen, en lecture, et puis je vérifie si f égale à nul. Et bien là, j'affiche un message disant que c'est impossible d'ouvrir le fichier. Alors là, on remarque déjà qu'il y a une fonction fprintf. En fait, c'est une fonction qui fait de l'écriture dans un fichier. Fprintf, il écrit dans un flow qui est standard error. Et standard error, c'est quoi? C'est un pointeur sur un fichier. Ce fichier, normalement, il est associé à la sortie d'erreur qui est généralement associée à l'écran. Donc, en fait, c'est une fonction d'entrée-sortie, c'est une fonction d'écriture sur un flow, un fichier qui est associé à l'écran. Si je veux manipuler ce fichier, par exemple, de notes pour pouvoir calculer la moyenne, c'est le même principe que tout à l'heure FORead pour lire à partir d'un fichier. Vous avez des fonctions telles que fscanf. On a vu des fonctions scanf qui permettaient de lire à partir du clavier, mais on peut lire à partir de n'importe quel fichier f en utilisant fscanf au lieu de scanf. Là, je lis une note selon un format particulier. En fait, le format ici, c'est le format réel. Et puis fscanf nous donne le nombre de valeurs qu'il a lues. Là, il a lu 1. Une valeur, et puis je calcule la note en faisant donc une accumulation des notes. Je calcule la moyenne en faisant une accumulation des notes. Évidemment, la moyenne réelle, c'est il faut diviser par le nombre de notes qu'on a accumulées. Donc fscanf renvoie le nombre d'arguments consommés sans erreur. Donc si on a lu un certain nombre, si on a lu 1, ça nous renvoie 1. Si on a lu 2, ça nous renvoie 2. Évidemment, sans erreur, c'est-à-dire tout s'est bien passé. On peut, le même principe, on peut utiliser l'opérateur ou la fonction endofile. La même chose pour détecter est-ce qu'on a une erreur ou pas. Et on peut utiliser, au lieu de printf, on peut utiliser un affichage avec fprintf comme tout à l'heure sur standard error. On peut aussi utiliser une fonction ferror directement qui va afficher un message d'erreur sur un flow donné. Un flow, c'est tout simplement un fichier, donc c'est tout simplement un pointeur sur un file étoile. Sachez que quand vous avez une erreur de lecture, normalement vous pouvez récupérer le code de cette erreur dans une variable que j'ai présentée ici. Alors un autre exemple, ça peut être la copie de fichiers. On prend deux fichiers texte qu'on veut, un fichier texte qu'on veut copier dans un deuxième qui doit être créé. Donc comment copier un fichier? Source.data, donc copy.data. Vous avez un fichier qui existe, qui est source, et vous voulez le copier dans copy. Le mécanisme qu'on va suivre, enfin on va suivre le cheminement de tout à l'heure, c'est-à-dire on va préparer les flux. Le premier, c'est le fichier F1, le deuxième, c'est le fichier F2,